On pourrait aussi parler des fraudes qui se développent avec l'intelligence artificielle, avec les usurpations d'identité. Vous trouverez sur les réseaux sociaux un discours de la présidente de l'AMF dans lequel je finis par faire de la pub pour un site illicite. Je vous rassure, ce n'est pas moi. Alors c'est ma tête, c'est moi en train de prononcer un discours. J'identifie même, c'est quand même quasiment cocasse, j'ai été filmée pendant le discours que j'ai fait au colloque de notre commission des sanctions. Ce qu'on me fait dire n'est évidemment pas ce que j'ai dit. Donc il y a ces problèmes d'usurpation d'identité, ça pullule, on en voit des tonnes et des tonnes, ça concerne beaucoup de gens. 16% des Français nous déclarent avoir été victimes d'une escroquerie financière, donc 16%, c'est massif. Ce chiffre atteint 32% chez les moins de 35 ans. Donc, comme premier accès au monde financier, au monde de l'investissement, ce n'est pas formidable. Simplement, je regardais, pas plus tard que hier soir, un peu tard, la dernière veille publicitaire que nous faisons. Nous avons identifié des influenceurs qui continuent à faire la publicité de sites d'investissement crypto qui ne sont pas autorisés en France, dont un est d'ailleurs sur la liste noire de l'AMF. Donc, nous allons poursuivre nos signalements auprès de la DGCCRF. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour agir de façon la plus forte possible. Ce n'est pas admissible qu'on utilise, je dirais, son aura personnelle, c'est le cas des influenceurs, pour aller faire de la publicité pour des sites qui sont sur la liste noire de l'AMF. Je le dis au passage, il y a suffisamment d'acteurs du monde de la crypto qui sont des acteurs régulés, qui ont pris la peine de faire tous les efforts nécessaires pour obtenir des autorisations et des agréments. Il faut que ces acteurs aient un avantage, je dirais, et cet avantage, c'est qu'ils sont sur nos listes blanches, et ceux qui sont sur les listes noires, il faut qu'ils soient bannis. Et nous ferons tout ce que nous pourrons, que nous repérons un site illicite. D'abord, comme nous sommes une autorité qui agit dans un cadre légal, nous faisons du contradictoire. Et ensuite, nous saisissons la justice pour obtenir la fermeture du site. Alors, on est assez rapide et la justice est particulièrement diligente, je tiens à le dire. Mais avec ce système, il nous faut grosso modo 3 mois pour arriver à faire fermer un site illicite. Et nous arrivons à faire fermer quelques centaines de sites par an. Ce qu'ont fait nos collègues canadiens et australiens, c'est qu'ils ont contractualisé avec un acteur privé, en réalité, qui agit très en amont, c'est-à-dire qu'il détecte les publicités sous formes diverses qui sont contraires aux conditions générales de ces acteurs. Il les leur signale et en 24 à 72 heures, ils obtiennent la fermeture d'à peu près 10 000 sites par an. Il reste une partie, je dirais, plus juridique, qui peut être il faut que le régulateur utilise ses outils juridiques, mais ça permet, je dirais, de déblayer en amont énormément de choses. Simplement, pour être clair, ça a un coût très élevé. Et donc, évidemment, dans l'état actuel de notre budget, nous ne savons pas faire. Ça fait partie des travaux qu'on a mis sur la table dans le cadre de la préparation du PLF 2027, parce qu'il nous semble qu'en termes de politique publique, on pourrait sans aucun doute faire des progrès très significatifs dans ce domaine. Mais évidemment, il faut pouvoir investir et ça fait partie des éléments sur lesquels on espère pouvoir progresser. Pour être transparente, dans l'état actuel de nos moyens, nous ne pouvons pas multiplier ce type de procédures qui nécessitent une mobilisation très forte des équipes et qui doivent pouvoir aussi continuer le travail qu'elles font par ailleurs. Mais évidemment, nous examinerons s'il y a des priorités, je dirais, très fortes de ce type-là. Et au vu des moyens qui nous seront donnés, notamment dans la prochaine loi de finances, sur la période 2016-2024, le budget annuel des régulateurs de marché européens a augmenté de 7% en moyenne par an. C'est 3% pour l'AMF, c'est donc le taux le plus bas de l'Union européenne. Le diagnostic de Mario Draghi, de mémoire, c'est qu'il y a 300 milliards d'euros d'épargne européenne qui partent chaque année s'investir aux États-Unis. Je ne dis pas que nos collègues ne font pas correctement leur travail, mais dans un certain nombre de cas, il y a quand même eu la nécessité pour l'ESMA d'intervenir en urgence pour faire au travail de revue par les pairs vis-à-vis d'un régulateur européen qui avait octroyé beaucoup d'agréments MiCA dans des conditions qui commençaient à inquiéter la collectivité. C'est la façon dont est organisée la supervision.
Parce que quand on est face à des acteurs globaux, qui ne sont même pas d'ailleurs souvent des acteurs globaux au niveau européen, c'est des acteurs mondiaux qui viennent en Europe, quel est le sens de mettre 27 régulateurs nationaux en compétition pour savoir qui va être le régulateur de cet acteur? Et j'irai au-delà. Quelle est la capacité d'un régulateur national d'assurer la sécurité de certains très grands acteurs qui vont avoir un point d'entrée, parfois avec un tout petit régulateur national, et ensuite pouvoir, via le passeport, s'adresser à tous les investisseurs européens? C'est aussi parce que le système actuel est dysfonctionnel. Et ça, il faut que ce soit dit. Le système actuel est sous-optimal, il a plein d'inconvénients. Mais je ne peux m'empêcher de mettre en perspective le paradoxe de notre beau pays, incapable d'appliquer des principes de saine gestion, mais en revanche capable de devenir la première place financière en Europe. Mais ne pensez-vous pas que notre goût immodéré pour l'instabilité économique, politique dans ce pays ne nuise justement à ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire devenir en Europe et la nécessité de le faire à plusieurs, évidemment, avec d'autres pays, que ça puisse nuire justement à ce rayonnement français financier, alors que nous sommes dans une situation plus que précaire?